cher public, peuple de Saint-Jean-Ulst, plébéiens de l'Ouest parisien et tous ceux présents parmi nous. Bonsoir. Ce soir est un grand soir. En effet, je prends un parti pris. Je vais vous sortir le grand jeu. Je vous vois en effet trépignant d'impatience, vos gorges serrées par l'attente et les nœuds de cravate mal faits, vous demandant « Qu'est-ce que va nous dire ce cher candidat? Quelle potacherie allons-nous devoir nous coltiner une fois de plus? Devrons-nous nous abaisser à cet humour pachydermique, composé de jeux de mots et de commentaires sur Saint-Jean-Ulst? » Eh bien, mes amis, pour la toute première fois de l'histoire de ce concours d'éloquence, il n'y aura rien de tout ça. Non, pas de jeux de mots, pas de commentaires sur la capillarité de Monsieur Mario. Ne descendez pas dans ces limbes d'humour pour le plus grand bien de votre santé mentale. Je vous le garantis, je vous en fais ma promesse. Pour commencer cette allocution, j'aimerais m'intéresser à une partie historique qui restera dans les annales. Une partie racontée sans jeu de mots sur les parties d'échecs ou parties de cartes. Rappelez-vous, je viens de vous en faire la promesse. Il s'agit du tournoi entre Garry Kasparov et le superordinateur Deep Blue. C'est cet événement qui signe peut-être ici la fin de la partie entre l'homme et la machine. D'entrée de jeu, racontons la cartographie de la défaite du plus grand joueur d'échecs au monde face à des 0 et des 1. Dans cette bataille corsée, l'as Kasparov se lance brelant, bat le combat dans une cœur, elle, royale. On dit que la veille de ce tournoi, il a rêvé d'une dame, solitaire, crapette et hutant, au milieu des trèfles, avec un nain jaune. Les branches des arbres du bridge formaient des ramifications. Un autre personnage intervenu. Il se prénommait Blackjack et était président barbu de ce pays. Il sifflotait Poker Face. Se réveillant de ce rêve peu commode, Garry regarda par les carreaux de sa fenêtre, taraudé par ce combat. Son mistigris lui fit perdre malheureusement la partie. Il repartit bredouille, manquant de répartie. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, vraiment, je vous le garantis, ce discours ne contiendra aucun jeu de mots. Mais fini de badiner, et découvrons sous des yeux ébahis d'extase et d'admiration le sujet du présent discours. Fin de partie fait avant tout référence à la pièce de l'Irlandais, Samuel Beckett, d'abord écrite en français, puis en anglais par le même auteur, sous le titre Endgame. Tant de jeux pour les plus anglophobes d'entre nous. Elle appartient à un théâtre dit de l'absurde, dont l'un des plus célèbres représentants est, en attendant Godot, même auteur. La pièce raconte l'histoire de 4 personnages, dont 3 sont handicapés et le 4e bien obligé de s'en occuper. Mais trêve de mondanité littéraire, et enfin, rentrons dans le vif du sujet, vivement assujetti. Fin de partie appartient tout d'abord au vocabulaire du jeu. Il s'agit de la dernière manche de compétition, généralement d'ordre ludique, à laquelle sont désignés vainqueurs et perdants. Il y a fin de partie après une partie de tennis, de cartes ou d'échecs. Cette expression cristallise également un moment redouté par tous les joueurs de la Terre. Qui de lui ou de moi va perdre ou gagner? De qui le maître du jeu, le jury ou la providence va choisir comme perdant ou gagnant? Qui recevra les lauriers de la victoire ou les tomates de la honte? Fin de partie, c'est ce moment où l'attente est palpable, les sentiments exacerbés, le temps multiplie. Cet instant où les dés sont jetés, le résultat est là et ne saurait qu'être découvert que trop prochainement. Il peut aussi signifier la fin d'une action, d'un événement, d'une période. Fin de partie, c'est l'arrêt des festivités au sens large. Dans un sens plus littéral, une partie signifie aussi en anglais une fête, écrite ici avec un Y. Fin de partie, c'est également ce moment de disgrâce infinie, où, obligés de partir du lieu de fête, les festoyeurs repartent vagabonder dans les rues. Et parfois, finissent leur nuit de débauche dans le Babylone versaillais, j'ai nommé la place du marché. C'est là-bas que les pires atrocités sont commises par les personnes ici présentes, en particulier pour les plus littéraires d'entre nous.
Amiel, un philosophe, disait « Savoir finir, c'est tout l'art ». Prenons l'œuvre la plus connue d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Alors que la pièce touche à sa conclusion, Cyrano rend visite à Roxane, son amour contrarié, et se prend une poutre en pleine tête. Agonisant, son dernier souffle est fait au pied de Roxane, lui avouant son amour et apprenant que son œuvre a été spoliée par un homme qui avait du génie, Molière. C'est avec un monologue final que Cyrano aboutit son existence, conclut sa propre pièce de théâtre, toujours éloquente, poétique, juste, émouvante. Dans les deux cas, on assiste à deux belles fins. Cyrano renoue avec ses démons intérieurs, reconnaissant l'importance de son œuvre et déclarant sa flamme à la femme qu'il aime. Et pour Rostand, ce sont les pages les plus connues de notre littérature. À la fin de l'envoi, je touche. C'est une fin de partie pour Cyrano et pour Rostand, qui resteront dans les deux cas dans la postérité. Pour en revenir au sens originel de notre expression, il reste, après une fin de partie, des concurrents, vivants ou non. S'ils se sont donné tant de mal pour tenter de réussir cette partie, c'est plus ou moins consciemment pour les mêmes raisons. Une gloire immédiate et surtout une postérité pérenne. Les hommes s'arrêtent de vivre, mais les œuvres et les actes continuent leur souffle tant qu'elles restent en mémoire. Combien de vaillants guerriers, d'éminents scientifiques, d'éloquents philosophes ou d'ingénieux artistes nous sont restés, même si leur disparition physique est vieille de plusieurs centaines d'années. Combien de ces mêmes personnages sont entrés dans l'imaginaire collectif comme autant de modèles à suivre. Et, loin de moi l'idée de défoncer des portes ouvertes, mais qui ne souhaite pas être le prochain Newton, Einstein, Rimbaud ou Aristote. Il n'y a pas de doute. Nous voulons laisser une trace de notre existence sur cette terre, prouver qu'on a existé, se rappeler qu'on a vécu. Pour cela, l'art, la politique, la guerre, la raison sont des moyens parmi tant d'autres pour qu'on se souvienne de notre présence. Ce qui compte, comme souvent, ce n'est pas la fin, mais ce qui s'ensuit. La postérité est un des buts de notre destin. Pour ceux qui vont bientôt connaître les joies du BDE, qui sont pris pour des attardés mentaux par les professeurs de sciences et qui ne savent rien compter si ce n'est monnaie sonnante et trébuchante, je parle bien entendu des adhérents à la filière ES, vous avez certainement entendu parler de la pyramide de Maslow. Abraham Maslow était un psychologue qui a conçu une pyramide des besoins. Il en résulte 5 niveaux pyramidaux, du plus élémentaire au plus important. En bas, vous trouverez ainsi les besoins physiologiques, puis ceux de sécurité, et ainsi de suite, jusqu'au plus indispensable de tous les besoins, situé tout en haut de cette architecture psychologique, le besoin d'accomplissement de soi. La nécessité principale de l'espèce humaine est la capacité à créer, à réussir ses propres objectifs, à gagner. Autrement dit, vous aurez plus de satisfaction à réussir une partie de cartes qu'à participer à une partie de jambes en rang. Ce qui est, vous en conviendrez, fort fâcheux. Tout ceci confirme ma théorie. La postérité est le but de toute existence. Pourtant, il est évident que les temps changent, et les figures du passé sont plus volontiers oubliées qu'autrefois. Les statues sont déboulonnées, les figures destituées de leur piédestal, les grands noms des temps anciens sont purement et simplement oubliés. L'histoire en tant que matière perd de l'importance. Tous les noms qui sont en adéquation avec les idées de notre temps sont oubliés, voire censurés. Leur fin de partie à eux est venue un peu trop tôt. Que reste-t-il, par exemple, de cet honorable préfet, Eugène Poubelle, si ce n'est le lieu où nous laissons nos détritus? Que retiendra-t-on de Charles de Gaulle et de sa bravoure politique, si ce n'est un aéroport? Et que dire du grand, du vénérable Corneille, ce dramaturge, dont la jeune génération ne connaîtra bientôt plus que le compagnon animé de Bernou? L'heure est grave. Passé ce meurt, la postérité agonise. Les Normands ont un fameux proverbe. L'alcool, c'est la question. Je ne me souviens plus de la réponse. Ou l'inverse. Mais aussi un autre proverbe qui, lui, fera mieux comprendre mon propos. Un temps passe et l'autre vient. Il nous fait apprendre une réalité fondamentale.
toute action sera bientôt anéantie par les éléments ou une époque qui fera fi de tous les monuments de la génération précédente. Nous continuons à nous mouvoir, à faire de notre mieux, et nous savons consciemment que tout cela est aussi vain que la présentation des consignes de sécurité dans la vie. Un temps passe, et l'autre vient. Nos actions, nos œuvres, notre magnifique propriété secondaire à Cheliapeux, sur la bordure de l'océan Atlantique, non loin de Brest, tout cela appartient déjà au passé. Alors, n'est-il pas pénible de s'acharner sur le destin, de vouloir à tout prix être connu et reconnu, si la postérité ne nous le rend pas vraiment? Est-il vraiment important à continuer de donner le meilleur de soi-même pour au final devenir un mirage? Nous sommes tous appelés à tomber dans les limbes de l'oubli, aux côtés de Pokémon Go, Dudab et des Spinner. Condamnés à l'oubli, à l'indifférence, une fois les grains de notre sablier tous écoulés. Public, je sens un remous d'incompréhension parmi nous. Alors, que reste-t-il à faire? Ou plutôt, pourquoi faire si nous allons être oubliés, rejetés, mis aux oubliettes? Pourquoi déambuler au milieu du chemin qu'il a destiné, sans s'arrêtant en cours de route? Le groupe qui nous suivait jusque-là continue et ne se retourne pas. Après cette parenthèse évidente, il est encore temps d'espérer. Trêve de cocusicule et place à l'optimisme. Si le temps détruit tout, il ne faut pas oublier ses bienfaits. Comme souvent, ce qui compte, ce n'est pas la fin ou ce qui suit, mais une bonne histoire. Aussi bien que nous allons au cinéma, c'est pour être éblouis par une fin qui nous a surpris. Le temps filme et emporte avec lui tout ce que nous laissons lui échapper. Alors, cher public, autant en emporte le temps. Écoutez plutôt le fabuleux destin d'une homélie de fin. Mes amis, les temps modernes sont bientôt finis. Les tentants flingueurs déboulent et détruisent tout sur leur passage. Moi, moche et méchant, je dis que la vie est un long fleuve tranquille. Et même s'il est tentant de vouloir un retour vers le futur et un jour sans fin, il vaut mieux savoir apprécier ses trois frères et le temps et les temps de la mer. Arrêtons d'avoir la folie des grandeurs. Apprécions une bonne soupe aux choux dans un grand restaurant, au risque de passer pour encore mieux. Voilà la solution. Ne pas voir forcément toute chose par sa fin. Soyons le bon, et non la brute et le truand. N'ayons pas rien à déclarer. Soyons plutôt un bon royaume, sage à regarder les choses avec nos yeux d'enfant. Inutile de danser avec les loups, de souffrir de psychose ou de sueur froide, d'avoir la mort en tous. Reposons-nous, soufflons, parce que la vie est belle. À la fin de l'envoi, je tuche. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Et chaque matin, au sortir du lit, je me fais cette même réflexion. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Sans doute, y voyez-vous la preuve d'un orgueil et d'une vanité digne de Narcisse. Se trouver beau au point d'oser, au point d'en rire et en parler en public, quelle prétention et quel aveuglement. Vous n'osez pas parler, mais je sens bien que vous vous demandez qui je suis pour m'esclaffer ainsi en contemplant la plastique de mon anatomie. Et je suis heureuse que vous me posiez la question. Car en réalité, il y a 1000 raisons qui font que mon reflet m'arrache un sourire. Et il en va de même pour chacun de vous, d'ailleurs. Nous avons tous une raison pour rire de nous voir si beaux dans ce miroir. Et ce, bien au-delà du physique. Qu'est-ce qu'un miroir, tout d'abord? Le miroir, c'est nous. Bien évidemment, ce n'est pas une plaque de métal poli, recouverte d'une surface de verre qui déclenche mon amusement, mais bien ce que cette plaque me permet de voir. Moi, ma personne, mon corps, mon histoire. Ensuite,
Pourquoi rire? Le rire est l'expression physique d'un sentiment. Et au-delà de l'histoire drôle, de la blague, de la boutade, du calembour, de l'astuce et autres bons mots, le rire est aussi l'expression d'une grande joie. Nous connaissons tous ce moment où, durant un cours d'histoire particulièrement passionnant, notre esprit quitte momentanément la Chine et le monde depuis 1949 pour aller gambader et se perdre dans l'univers merveilleux de la rêverie et des souvenirs. Vous vous rappelez alors ces vacances à Plouézec avec Jack, votre ami, votre frère. C'est parti de Choucati sur les plages des Ah, Jack! C'en est trop. Le souvenir suave de cette semaine idyllique vous submerge et vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. Silencieusement, histoire de ne pas déranger le cours. Tant la pensée de cet épisode vous réjouit. Le rire traduit donc ici la joie profonde et intense. Enfin, la beauté. Pourquoi se réjouir d'un corps, d'une apparence qui n'est qu'éphémère et qui, demain peut-être, aura disparu sans laisser de traces de son passage? Eh bien, ici, la beauté, c'est celle de la vie, de l'humanité, tout simplement. Donc, si vous m'avez suivi, cher public, lorsque je ris de me voir si belle en ce miroir, je ris, je ne fais en réalité que me réjouir de pouvoir observer chaque matin que je suis en vie et que je suis une partie de ce grand corps qu'est l'humanité. Et la question est donc, qu'est-ce qui me pousse à une telle joie? Qui suis-je? Et qu'ai-je vécu pour ainsi me réjouir de ce qui peut sembler si peu de choses? Avec un peu d'imagination, des myriades de réponses possibles se bousculent dans mon esprit. Peut-être suis-je une survivante, une rescapée? Fermez les yeux et imaginons. Avril 1912, j'embarque sur le paquebot le plus luxueux du monde. Un transatlantique de 269 mètres de long, dit insubmersible. À bord, c'est une vraie ville flottante. Et les cabines de 3e classe sont semblables aux premières d'un paquebot ordinaire. Un véritable rêve. Et pourtant, dans la nuit du 14 au 15 avril, l'impensable arrive. Le bateau rencontre l'iceberg. Et un contrat tacite entre les hommes et les dieux est signé. Le Titanic sera à tout jamais une tragédie. Sur plus de 2000 passagers, seulement 700 ont pu être sauvés. Et si je suis ici ce soir, c'est que j'ai eu la chance d'en faire partie. Depuis, pas un jour ne se passe sans que je me réjouisse d'être en vie, de ne pas avoir baissé les bras ce jour-là au milieu des eaux qui montaient et des foules qui m'empêchaient d'avancer. Et cette joie rejaillit, malgré moi, chaque jour, lorsque j'aperçois mon reflet bien vivant dans ce miroir. Vous pouvez rouvrir les yeux. Chouette histoire, hein? Un peu triste, mais pleine d'espoir. Mais bon, le cas est un peu extrême et je ne voudrais pas que vous vous donniez la peine d'échapper à une catastrophe pour le simple but de pouvoir rire, de vous voir si beau dans ce miroir. Imaginons une toute autre bonne raison. Si je riais tout simplement parce que j'étais la belle-mère de Blanche-Neige. Vous connaissez sûrement tous cette histoire, mais je vais vous la narrer à nouveau, car les poètes qui l'ont fait passer à la postérité ne sont pas restés très fidèles aux faits, et par souci de morale sans doute, ont modifié une bonne partie de l'histoire. Déjà, en principe, le conte aurait dû porter mon nom, Théobaldine, mais d'après les frères Grimm, c'est moins vendeur que Blanche-Neige. Ces littéraires n'ont décidément aucun sens du commerce, n'est-ce pas? Passons. On vous a toujours dit que Blanche-Neige épousait un beau prince, tandis que je mourrais seule et laide. Donc, vous avez vraiment avalé l'histoire des 7 gnomes dans une maisonnette et de la pomme empoisonnée? Foutaise, boniment, babillage et bilbezé. Tout cela n'est qu'un coup monté des lobbies de la pomme verte, afin de faire chuter le cours boursier de la pomme rouge.
le cœur de la jeune fille, sur ma demande, faisant ainsi de moi la plus belle femme du royaume. C'est certes un comportement peu honorable, mais je ne le regrette pas. Depuis, je ne passe plus mes journées à me lamenter en demandant « Miroir, mon bon miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» Mais, connaissant déjà la réponse, je préfère m'exclamer « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir !» Et puisque nous avons l'air plutôt intime à présent, je dois vous l'avouer, il m'arrive de le dire en chantant. Mais pour le bien-être de vos tympans, je vous épargne toute démonstration. Bon, trêve d'élucubration, vous n'êtes pas dupe, vous l'aurez remarqué, je ne suis ni une rescapée du naufrage du Titanic, ni la belle-mère d'une princesse en beauté. Alors la question demeure. Quelle raison ai-je, moi, qui me tiens debout devant vous, de rire, de me voir si belle dans ce miroir chaque matin qui passe? Je ne suis pas la plus belle femme du royaume, à peu de choses près, certes, mais enfin. Je n'ai jamais frôlé la mort. En réalité, cette joie que j'éprouve, parce que j'y pense sincèrement, c'est celle d'être humaine, pleinement, avec tous les autres humains. Vous pourrez objecter, tout comme Giraudoux dans Ondine, que ce n'est pourtant pas tellement attrayant la vie humaine, avec ses mains qu'il faut laver, ses rhumes qu'il faut moucher, ses cheveux qui nous quittent. Certes. Pourtant, dans cette merveilleuse pièce que je viens de citer, Giraudoux nous raconte le destin d'une jeune ondine, esprit de l'eau, qui veut quitter les ondins pour vivre uniquement sur Terre, avec l'humain qu'elle aime. Elle chérissait passionnément tous les moindres éléments qui composaient la vie humaine. Le dramaturge dit d'elle que c'est la femme la plus humaine qui soit, justement parce qu'elle l'était par jour. Et après avoir consciencieusement tourné autour du pot, voilà où je veux en venir, cher public. Je ne veux pas ricaner bêtement pour me voir peut-être belle un jour dans mon miroir. Je veux moi aussi, la réalité, ma condition ne me laisse pas réellement le choix, être humaine par goût. Je ne veux pas accepter la fatalité que nous impose la condition humaine, mais choisir cette condition délibérément. Choisir de la vivre jusqu'au bout, pour aimer l'humanité, et donc aimer la vie. Comment être heureux et connaître la joie si on ne sait apprécier le simple fait d'être un homme au milieu des hommes? Ainsi, en aimant cette condition, on ne la subit plus. Et on peut être heureux. Et ce, toujours d'après notre cher Giraudoux, malgré l'entorse, le rhume des foins, la cuisine au lard. Je vous le demande, quel meilleur moyen pour être heureux que de se réjouir de ce qui est le plus ancré en nous, de ce que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever, notre condition d'homme. Vous comprenez donc ce qui peut tant me réjouir. Vous comprenez donc que ce n'est pas vanité des vanités, tout n'est que vanité, que d'aimer son reflet. Et je garde au plus profond de moi l'espoir que l'un ou l'une d'entre vous, un matin, en passant nonchalamment devant un miroir reflétant les chaleureux rayons du soleil de l'été indien, contemplant soudainement la beauté de la nature humaine, ce qu'elle comporte de saint et d'excentrique, ce qu'elle comporte de tranquille et d'impétueux, ce qu'elle comporte d'inattendu et d'inexplicable, se dira « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir !» Ali Baba est dans une forêt. Il coupe du bois. Il entend des bruits de pas. Des gens approchent. Ali Baba se précipite dans un arbre pour s'y réfugier. 40 hommes s'arrêtent sous son arbre. Le chef s'avance. Il est face à une montagne imposante. Il s'écrie « Sésame, ouvre-toi !» Rien ne se passe. Les brigands éclatent de rire. Un des brigands va même s'écrier « Sacré René !» Le chef, très fier de sa blague, s'avance à nouveau. Et cette fois, plus sérieux, il s'écrie «
Ok Google. À cet instant, la montagne s'ouvre et s'illumine. Les voleurs s'y enfoncent et la montagne se referme. Ali Baba, très étonné par ce qu'il vient de voir, décide de rester dans son perchoir et d'attendre le retour des voleurs. Quelques heures passent et Ali Baba voit au travers des feuilles de son arbre les 40 voleurs partir de la montagne. Il attend encore un peu. Une fois que Ali Baba est certain que personne ne puisse ni le voir, ni l'entendre, il descend doucement de son arbre et s'avance à son tour. Il hésite. Et puis, il se décide. Ali Baba chuchote. Ok Google. De nouveau, l'impressionnante montagne s'ouvre. Ali Baba ne sait pas à quoi s'attendre. Savez-vous ce qu'il va découvrir? Il découvre le plus gros trésor du monde. Là, sous ses yeux sont entassés tous les datas du monde. Il y a Facebook, gens de confiance, Amazon, PeloPM.com. Et puis là, il y a YouTube et ses millions de youtubeurs. Et comment ne pas citer le fameux Thibaut InShape qui parle de petites qui squattent. Et enfin, il aperçoit une petite boîte. C'est une boîte à musique. Dessus, il est écrit Deezer France. Il s'approche, méfiant. Il ouvre doucement. Et à ce moment-là, la boîte s'écrie « Wesh alors !» Immédiatement surpris par ce son si barbare. Ali Baba continue ses découvertes. Il remarque Wikipédia par ici, Uber ici, Google, Airbnb, Instagram. Et puis, il tombe sur un bijou de technologie, École Directe. Ce site qui permet de découvrir ses notes, ses moyennes et tant d'autres choses si passionnantes. Après plusieurs heures, dans ce lieu étrange où le savoir facile est gratuit et illimité, Ali Baba décide de rentrer chez lui. Avant, il a bien pris soin de charger de savoir ses ânes. Malheureusement, cela ne les rendit pas plus vifs. Dès son retour, Ali Baba parle à tous ses proches de son incroyable découverte. Voyant son frère s'enrichir, Cassim demande le mot de passe de la montagne à Ali Baba. Celui-ci accepte sans hésiter. Mais Cassim a une grande soif de puissance, de gloire et de pouvoir. Un peu comme un élève de première S. Enfin, je dis ça, il est persuadé que le lieu que son frère a découvert, là, est pour lui l'occasion de s'emparer du pouvoir et de devenir tout puissant. Cependant, s'il avait écouté en cours de français, comme la plupart d'entre vous ici, j'en suis certain, il aurait su que selon Rousseau, l'homme n'est pas fait pour être tout puissant. Mais Cassim préfère partir à la chasse au pouvoir. Cependant, le pouvoir s'acquiert au cours du temps et des discernements. Le savoir facile est l'occasion pour Cassim de s'emparer du savoir, sans le discerner pendant des années. Il se tourne donc vers le savoir prémâché, le fameux copier-coller. Cassim s'approche discrètement de la montagne. Il s'assure de ne pas avoir été suivi, de ne pas être vu. Il ne veut pas que ça se sache. Il est face à la montagne. Il chuchote le mot de passe. Ok Google. La montagne s'ouvre. Il entre dans ce monde virtuel, illusoire et étrange. Ce nuage de data, ce cloud. Cassim déambule entre les sites. Il recherche ceux qui lui permettraient d'être tout-puissant, dans son esprit, dans son corps, et même, pourquoi pas, dans son âme. Il visite de nombreux sites. Les sites verts, les bleus, les roses, les rouges, les gris,
et même les noirs. Il est dans le darknet. À cet endroit, il découvre des contenus complotistes, pornographiques, criminels, terroristes. Cette violence le détruit. Cassim perd peu à peu son temps, son âme, sa vie. Comme Icare à la recherche du soleil, Cassim court vers sa perte, sa mort dans le monde réel. Cette histoire, contrairement à ce que vous croyez, est très actuelle. Cassim n'est pas le seul à se perdre dans le monde virtuel. Qui dans cette salle peut affirmer qu'il n'a jamais fait l'expérience du clic en clic, qui nous entraîne vers des sites étranges? Levez-vous! Voyez, tout le monde reconnaît s'être déjà surpris à errer sans but sur le web. Cependant, de nombreux jeunes deviennent les prisonniers de ce monde illusoire. Malheureusement, ils ne sont pas rares, ceux qui, à cause du monde virtuel, mettent fin à leur vie dans le vrai monde. Il y a quelques semaines encore, Anna Smith et Jean Le Simon, deux jeunes de 17 ans, postaient un message d'adieu sur leur page Facebook. Comment Ali Baba a-t-il fait pour survivre? Comment a-t-il réussi à s'échapper des méandres de ce monde qui ont consumé son frère? En réalité, dans ce trésor se trouvent d'innombrables sites, services et blogs qui se mettent au service de la liberté. Dans le cloud, tout est accessible. Les articles de journaux, les livres, les films, les documentaires et même les résultats des matchs PSG Madrid, bien que les résultats soient souvent sûrs. Cela rend libre. En effet, c'est l'accès à l'information et les différentes opinions qui permettent de savoir et donc de discerner. Un homme qui discerne est un homme libre. Certains d'entre vous auraient peut-être dû discerner au lieu de pomper toutes leurs réponses sur Wikipédia pour leur TPE. Oui. Périclès disait « Il n'est point de bonheur sans liberté ». Ainsi, Ali Baba a fait le choix de ne pas prendre le savoir pré-mâché, proposé par Internet, mais de garder son discernement. Ce discernement lui permet de vivre en homme libre, d'être un homme libre. Il est aussi un homme de relation, qui est généreux et révèle ses secrets à ses proches, à ses amis, à sa famille, à sa maison. Il les aide. De plus, il utilise le monde virtuel comme un outil qu'il met au service du monde réel. Cet outil lui permet d'améliorer son quotidien. Mais jamais il ne s'égara dans le monde illusoire. Oui, Ali Baba a survécu grâce à ses liens et à sa générosité. Et alors, tous ensemble, nous pouvons dire « Sésame, ferme-toi et vive la vie !» La femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme. Attendez quelques instants, je crois qu'il y a une erreur. Madame Désine, il y a une faute dans le sujet. J'ai bien l'impression qu'elle a inversé les termes du sujet. C'est tout de même comique, cette erreur. C'est aussi cocasse que si je vous exprimais l'idée que la secrétaire est l'avenir du patron. La secrétaire range des documents, le patron crée des entreprises. Il y a deux poids, deux mesures. Mais vous, femmes, ne me critiquez pas. En réalité, si les femmes n'êtes pas les secrétaires,
Vous êtes les secrétaires de qui? Et il est vrai, il n'y a pas de similitude. Cela se voit bien quand il faut porter quelque chose de lourd. Ne vous énervez pas. Je dis ça pour vous. Enfin, il est vrai, l'espoir est quelque chose de magnifique. Mais l'utopie est quelque chose d'illusoire. Ne rêvez pas. Vous êtes en France, et la France est certes un pays magnifique, terroir du camembert, du saucisson, du pain, du vin. Pays du calembour, mais aussi de la misogynie. Soyez réalistes. Vous ne pouvez pas changer les mœurs d'un pays, surtout quand ses traditions sont comme des lois. Moi, je ne dis ça que pour vous aider, pour que vous évitiez de vous battre contre un moulin à vent. C'est bien d'avance. Enfin, ne me remerciez pas. Ça me fait plaisir. C'est ainsi. Les hommes dirigent. Adam est né avant Ève. Les femmes sont... Excusez-moi. Les femmes sont... Elles sont... Excusez-moi, j'ai du mal. Je balbutie. Je n'arrive plus à critiquer. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. Je pensais encore que jamais je ne l'avouerais. Mais je n'en peux plus. Je suis exténué. J'ai une confidence à vous faire. J'imagine que l'occasion est bonne pour vous dire mes sentiments. Si je vous en fais part, pardonnez-moi d'avance, mes propos vont forcément vous choquer. Et j'ai du mal à m'exprimer, car cela est dur à avouer. Vous êtes 600 dans la salle, cela fait 600 psychologues, j'imagine que je suis bien suivi. Mais voilà, je ne suis pas, voilà, eh bien, je ne suis pas misogyne. Ne m'en voulez pas, je sais c'est grave, mais ce n'est pas voulu. Je vois bien que vous me reprochez de ne pas l'être, de ne pas être sexiste, et de me voir vous avoir menti pendant tant d'années. Mais c'est ainsi. Je ne suis pas sexiste, et je m'en excuse. Être misogyne, c'est avoir du mépris pour les femmes. Mais personnellement, j'aime beaucoup trop les femmes pour les détester. Je ne suis pas né machiste. Je vois bien que cela vous énerve, mais ce n'est pas naturel chez moi. Et c'est naturel que d'être ou ne pas être machiste. Enfin, la question est là. Enfin, j'aurais adoré être sexiste. Ça m'aurait évité tant de haine. Mais ce n'est pas décidé. Donc, je suis très fier de ce que je suis. Mais c'est une souffrance pour moi que de ne pas être sexiste. Donc, je me suis caché. Comprenez que les gens me regardaient mal, me dévisageaient, ils me détestaient tous pour cela. La seule chose qui me réconfortait, la seule chose qui me réconfortait réellement, c'était de savoir que dans ce monde, je n'étais pas le seul à jouer ce jeu. C'est horrible, c'est affreux, mais ils se moquent de nous. Ils nous rejettent, car nous ne sommes pas dans les normales. Donc, nous nous cachons. Je n'aurais jamais pu trouver de travail, m'imposer dans ce monde, me faire des amis si je n'avais pas fait semblant d'être misogyne. Par exemple, j'étais tout à l'heure obligé de faire cette référence bateau et sans originalité à OSS 117. C'est car tout homme machiste l'aurait mis fièrement. C'est tellement oppressant que j'ai été dans des groupes de parole. Bonjour, je m'appelle Louis. Bonjour, Louis. J'ai pris des médicaments. Bon, c'était des pastilles de Vichy. Travail avec pas de plus, j'ai consulté. Oui, j'ai un marabout traitant. Je me suis dit que peut-être ça changerait quelque chose. Peut-être que enfin je pouvais devenir un homme, un vrai homme misogyne. Mais ça n'a rien changé. Voilà. Maintenant que je l'ai avoué, maintenant que vous savez la vérité,
Autant tout vous dire. Je vais profiter de cette chaire, de cette tribune qu'on me donne, pour ne plus me cacher, pour vous expliquer mon avis, ma position sur le sujet. Pour reprendre mon thème, la femme est l'avenir de l'homme. Je devais normalement critiquer ce sujet. Eh bien, non. Ce soir, je m'assume fièrement et je vais défendre cette affirmation. Tout d'abord, avant de vous expliquer pourquoi je pense que la femme est l'avenir de l'homme, il me faut préciser en quoi l'homme est dépendant de la femme. L'échec sera ma trame. Je sors le plateau, je place mes pions, le roi, la dame, les tours et j'en passe. La partie commence. Après quelques coups, me voilà en bonne position. Mon fou est en passe de tuer leur reine. Je me lance à l'attaque. J'avance ma tour en C5, je réponds à une escarmouche par un contre de Six, je renvoie dans le filet le cavalier adverse par un KO, revers, coup droit, monté au filet, et c'est bon, la défense adverse est percée. Je n'ai plus qu'à passer le gardien, j'avance avec mon fou, nous rentrons à Madrid, nous conspirons, le roi répudie la reine, la vieille fille le perroquet, César de la roi, je l'épouse, et me voilà reine. Non, plus sérieusement, la reine se retrouve bloquée, car elle empêche l'échec au roi. Je fonce avec mon fou, renvoi au 22, essai de pénalité, on bat les Anglais, et à la fin de l'envoi, je touche. L'équipe adverse est sans reine. Mais que peut faire le roi? Il est sans défense. Il est à la merci d'un simple pion. La reine est la pièce maîtresse de ce jeu. Le roi est démuni sans cette dernière. C'est ainsi dans la réalité. Le roi sans sa reine n'est rien. C'est cette dernière qui lui apprend à ranger ses affaires. Les ducs lui apprend la grâce, la tenue, la bienséance. Dans sa nature propre, le roi est un homme qui aime les calembours, qui aime manger, paresseux, inculte et qui de plus ne peut se déplacer que d'une case en diagonale ou sur le côté. De l'autre côté, mes pions sont dirigés par ma reine. Elle contrôle la face de la partie. Elle se déplace dans tous les sens, dans toutes les directions, et sans limite. Il est vrai, les reines ne se reposent que très rarement. C'est elle qui rite la vie des hommes. C'est elle qui court vers les magasins. Et il est vrai, les hommes ont du mal à suivre. Ce sont les femmes qui dirigent. En effet, si de manière très banale, on entend souvent ces discussions pour savoir qui porte la culotte dans un couple, ce n'est pas anodin, et l'homme devrait se poser des questions quant à la hiérarchie conjugale. Je vois bien à vos regards noirs que je vous choque, mais comprenez qu'il est possible d'être féministe. Je vais donc tout de même finir mon argumentation. Il est clair, à mon avis, l'homme n'est rien sans la femme. Et ce qui m'amène à penser que la femme, plus que d'être indispensable à ce dernier, elle est surtout son avenir. Oui, je suis les pas d'Aragon, qui écrivit un poème sur le sujet, ou encore les pas de Jean Ferrat, qui créa une chanson du même titre en s'inspirant de ce poème. Ces hommes, dans leur entièreté, m'inspirent. Ils sont des exemples féministes. Je partage, moi, personnellement, leur passion pour le communisme. Tout ce qui est Staline, Lénine, dictature où il fait froid, où les gens portent des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Je suis personnellement pas un grand partisan. Je m'inspire donc de ces artistes qui ont, dans leurs œuvres, défendu cette idée. D'autres artistes, plus critiqués, ont défendu cette évolution de la femme des années 80 ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, aux femmes des années 2010, pour lesquelles, fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles n'ont, ce sont toutes des femmes accomplies sans vraiment besoin d'un mari. Oui, même Michel Sardou, qui fut à de multiples reprises critiqué de misogynie en tant que bon français avéré, a défendu les femmes. Je suis donc bien comme ces hommes. Je suis féministe, mais pas un militant anodin. Au plus profond de moi, je suis enragé et extrémiste. Il y a émeute en moi. Je me suis censuré trop longtemps. Je suis bouillant intérieurement. Je suis avide d'égalité. Je suis le genre d'extrémiste qui lutte contre les Kinder Rose pour les femmes et ce bleu pour les hommes.
Je me bats pour que les garçons aient aussi des dinettes et des Barbies, et que les filles aient des figurines John Rambo par souci d'égalité. Je milite pour tous ces sujets graves. Mais je suis avant tout un fervent défenseur de l'écriture inclusive. Je suis prêt, ES, à défendre cette écriture. Je suis partisan ES, à l'installation définitive de cette mesure pour les Français ES. Mis à part ces quelques résistants ES qui défendent les femmes, les autres hommes sont restés au Moyen-Âge. Ils n'évoluent plus et se battent corps et âme pour préserver les traditions ancestrales de la misogynie. Je vais vous dire des choses simples. Les hommes n'ont pas compris que l'on parle à une femme avec un sujet, un verbe et un compliment basique. Les femmes n'acceptent plus que les hommes soient des dirigeants simples. Les hommes tentent de rester au Moyen-Âge, basique. Les femmes, quant à elles, tentent de quitter l'esclavage, simple. Les hommes pensent qu'il est normal que les femmes gagnent moins d'argent, basique. Les femmes ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes constamment, simple. Les hommes sont nostalgiques du passé et des traditions, basique. Les femmes sont enthousiastes pour l'avenir qu'elles ont, simple. Mon avis est ferme. La femme est l'avenir de l'homme. Ce dernier ne peut vivre sans elle, alors qu'elle peut vivre sans lui. Donc, c'est l'être de sexe féminin qui est à la source de l'innovation et de l'évolution de l'humanité, et qui mènera le monde à sa pérennité. Mais, j'admets que mes mots contre les hommes ont été durs. Mais pour avoir connu les deux faces de cette opposition, je me devais d'expliquer la situation aux hommes de manière sévère. Mon avis, tout en restant féministe, est plus positif et plus optimiste. Comme je vous l'ai dit, l'homme se souvient du passé. La femme prêche l'avenir. C'est ainsi que le couple voit dans le présent. Je suis un fervent défenseur du couple qui est la solution à la stabilité de ce conflit. L'homme est la base, la femme est le chemin, il ne reste plus qu'à avancer main dans la main. C'est ainsi que le monde est fait. Ce pourquoi il est fait, pour la communion. Nous vivons depuis 100 ans le réveil des femmes. Voici la transition vers le monde de demain. Et c'est la femme qui en est la pièce maîtresse. Et c'est dans ce sens que les femmes qui ont défendu leurs droits sont des héroïnes. Elles méritent une place sur le mont Olympe, où avec 2 bouges, je taillerai des statues en leur honneur, dans les ruines et les cendres des dieux temples de la misogynie. Elles deviendront des femmes respectées par tous les maris, Curie du monde. Ces femmes nous inspirent et nous ont montré la voie de l'égalité, tout comme Simone veille à ce qu'elle s'installe. Enfin, je finirai mon coming out féministe par une dernière annonce. Maman, papa. Je suis libre, mais surtout libéré de la coquille que j'avais peur de quitter. Et en réfléchissant à l'avenir et au long terme, c'est décidé. Plus tard, je serai fort, je serai subtil, je serai femme. 21 janvier 1793. Je me réveille un beau matin sans savoir de quoi sera fait le lendemain. Le soleil se lève sur Paris, mais la guillotine se lève sur la Concorde. Un groupe de révolutionnaires tortionnaires m'emmène. Je ne sais où, mais ils m'emmènent vers une masse humaine qui crie et s'exalte. Durant cette longue marche, avec ma chère et tendre épouse Marie-Antoinette, sous un froid glacial de janvier, vous l'aurez deviné, on s'est caillé. Au moment de monter les marches qui me conduisent au trépas, la mort vient me faucher. Et je me dis, mon père était roi, j'étais roi,
Comment le destin fait-il les choses? Toute une dynastie réduite à néant. Durant les peu de secondes qu'il me reste à vivre, une seule parole me vient à l'esprit. Tout ça pour ça. Cher public, bonsoir. Excusez ce prologue quelque peu refroidissant, mais pour persuader une telle assemblée, ne faut-il pas toucher vos sens et vos sentiments? Je vous épargne toute formule de politesse et je vais aller à l'essentiel. J'en fais appel à votre sens grammatical. Prenons notre sujet tel qu'il est. Tout ça pour ça. On y trouve 2 fois le cécédille. Mais quand on y pense, le cécédille, quel bordel grammatical! Excusez ma vulgarité, mais tout de même, pourquoi est-ce qu'on s'embête à réfléchir pour un petit trait? Oui, vous m'avez bien entendu, un petit trait. Toute cette réflexion pour un petit hameçon sous une lettre. Eh oui, tout ça pour ça. Vous trouvez ça absurde? Moi aussi. Moi, qui suis en terminale scientifique, certes, je sais à peine l'utiliser. Je fais appel à votre bon sens. Prenons une montagne qui accouche d'une souris. Une montagne est le symbole de beaucoup de puissance. Pour pas grand-chose, finalement. Car une souris reste tout de même un peu ridicule. Tout ça pour ça. Pourtant, on trouve dans les béatitudes, heureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière. Il leur sera épargné bien des tracas. N'est-ce pas un sujet qui touche l'actualité à l'échelle internationale? Savoir distinguer les petits des gros problèmes? Je fais appel à votre cœur, ou plutôt mon cœur. Il palpite pour une jeune demoiselle. Prenant mon courage à 2 mains, je décide d'aller lui parler. Et je lui dis, je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le ciel au-dessus. Je te promets le ciel à la main qui se touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Ou encore, j'oserais lui dire, d'aucuns ont des aventures, je suis une aventure. Toute cette histoire, et j'en suis fort triste, se finit par 3 claques au visage. Eh oui, tout ça pour ça. Tout ce courage pour tant de violence. J'ai voulu faire le malin et je suis tombé dans le ravin. Car qui sème le mépris récolte la violence. Mais bon, qui ne tente rien, n'a rien. Désormais, je voudrais faire appel à votre mémoire. Souvenez-vous, Dieu créa la terre, et maladroitement il y ajouta l'homme. Créer la terre n'est pas donné à tout le monde. Cela demande beaucoup de moyens. En la créant, il pensait aboutir à quelque chose de magnifique, où règne l'harmonie, la paix et la modestie. Au contraire, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Nous vivons dans un monde pléonex, dominé par une société de consommation qui sera bientôt dirigée par une armée de robots. Imaginez que Dieu arrive sur Terre, par hasard. À votre avis, quelle serait sa réaction? Au premier abord, il se dirait « Tout ça pour ça! Tout ce travail pour ça !» La peste soit toutes ces bêtises, tous ces téléphones qui rendent l'homme idiot, qui rendent l'homme plus idiot qu'autre chose. Imaginez qu'il arrive à Saint-Jean. Tout de suite, il ose le dire. Mais enfin, Marie-Hélène, qu'avez-vous fait de mes hommes? Regardez à quoi ils sont réduits. Vous leur faites passer un bac. Un bac. Mais à quoi ça sert? Je n'ai pas fait tout ça pour un misérable bac. Parce que oui, aucun vous l'oublie. À la fin de l'année, il y a le bac. En effet, quelle absurdité. Lycéens, lycéennes, professeurs, sommes-nous revenus au temps de l'humanisme, à trimer sous toutes ces copies? On vous exploite, on vous grève à la tâche,
pour Macron. Je vais faire construire à l'Élysée, ces lycéens. Chacun chez soi, et les hippopotames seront agarrés. Arrêtons-nous parce que je m'emporte. Mais notez tout de même, chers jurés, qu'il faut bien tout ça pour vous faire passer mes idées. Attention, chers collègues, ne vous méprenez pas. En aucun cas je pourrais me permettre de critiquer notre société du XXIe siècle, loin de là. Car comme le dit Camus, mal nommer les choses, c'est introduire du désordre dans le monde. Mon discours pullule seulement de constats et de faits actuels. Bien, avançons désormais et égarons-nous vers une toute autre dimension. Une dimension musicale. N'y a-t-il rien de plus beau que la musique classique? Notre Louis XVI de tout à l'heure, figure emblématique du tout ça pour ça. Avec ses mocassins et sa perruque, était peut-être un inconditionnel de Lully, le compositeur de la cour, ou encore de Mozart. Ce Mozart, jeune prodige, qui jouait du violon, les yeux bandés à l'âge de 6 ans. Mais aujourd'hui, les jeunes de nos jours, présents ici ce soir, qu'est-ce qu'ils écoutent? Du Caris et du Booba. Tout ça pour ça. Toute cette transmission de connaissances pendant des siècles pour aboutir à du Booba. Après ce petit intermède musical, parlons théâtre avec Molière. Un grand homme, ma foi, dont toutes les pièces ont été un réel succès. Figurez-vous que notre ami Molière meurt sur scène en 1673, durant une représentation du Malade imaginaire. Plutôt bel homme, belle vie, belle nature, bel écrivain, belle relation, mais il meurt sur scène. Tout ça pour ça, vous allez me dire, puisque c'est le dénigrement classique à la française. Mais non, 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 pas cette fois-ci. Dalida ne nous dit-elle pas, moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Pour tout vous dire, je suis de son avis. J'ai 17 ans et je me tiens devant quoi? 400, 500, 600 personnes? Devant ma famille, mes amis, les professeurs? Rien ne pouvait me rendre plus heureux. Je suis comblé. Je me tiens devant vous pour démontrer mon éloquence en tant qu'ambassadeur de la liberté d'expression. Je peux désormais mourir en paix. Bon, passons toutes ces belles paroles et revenons à des exemples plus classiques de la vie quotidienne. Imaginez avoir travaillé dur pour un devoir d'histoire-géographie, et malencontreusement écrit que les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu en 2001, mais en 2011. Il faut dire qu'une telle date restera dans les annales. Ou plutôt, devrais-je dire qu'une telle date marquera le livre de M. Nakache de la salle des profs. Pire encore, vous avez travaillé dur pour obtenir un bon dossier et accéder à une grande école d'ingénieurs pour le plaisir de votre père. Rassurez-moi, je ne me sens absolument pas concerné. Cependant, l'inattention a fait que vous avez oublié de rentrer vos vœux sur Parcoursup, qui a fermé il y a maintenant 3h30. Là, il faut dire tout ça pour ça. Lorsque j'ai pioché mon sujet, pas plus tard que ce week-end, j'ai directement pensé à la notion d'échec. Qu'est-ce que l'échec? En tant qu'homme, on ne peut pas prévoir de quoi sera fait le lendemain. C'est ça qui rend la vie belle. C'est ça qui permet d'espérer. Et quoi de plus beau que l'espoir? Celui qui permet à l'homme de se surpasser, parfois d'échouer, certes, mais c'est ce qui donne toute la valeur du succès.
Lorsqu'un homme échouera, il se dira « À quoi bon? À quoi bon continuer ?» Les plus prétentieux diront « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Et les plus faibles se diront « Tout ça pour ça. » N'oublions pas une chose, cher public. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Finalement, en y réfléchissant bien, tout ça pour ça se lit de deux manières différentes. L'une avec des espoirs, mais l'autre avec l'idée que l'issue est extraordinaire, que c'est un long effort pour une finalité heureuse, comme si ça traduisait un sentiment de mérite. Vous en êtes la preuve. Tout mon long discours ennuyeux pour faire surgir sur vos visages la lueur d'un sourire traduisant la beauté de tout ça pour ça. Lorsque mon cœur, lorsque le froid s'empare de moi, j'invoque la chaleur. Lorsque son affection me met dans de mauvaises conditions, j'invoque son cœur. Lorsque tout ça pour ça me laisse décidément sans voix, j'invoque le meilleur. Lorsque mon public s'émeut ou s'émerveille, j'invoque le bonheur. Désormais, il faut que je m'en aille à la bonne heure. Chers amis, chers parents, chers jurés, il y a chez les insectes et les animaux tant de fables qu'ils en deviendraient philosophes. Nous aimons tous, en lisant une fable, non pas voir un auteur, mais imaginer les histoires fausses s'ébattre telles des vérités. Plutôt que de voir une simple cigale en marchant, on voit celle qui a chanté tout l'été. Plutôt que de voir un loup féroce, on voit celui qui s'enfuit et court encore. Et puis, après cette fable de Florian, dont je vais vous conter l'histoire, ce sont les papillons et les grillons que vous ne verrez plus du même œil. Un grillon, enviant un papillon, languissait de ne pouvoir voler. Il était terré dans sa solitude et ne jouissait d'aucun atout. Enfin, c'est ce qu'il pensait, jusqu'en une belle après-midi, où des enfants, heureux de profiter du soleil, partirent à la chasse aux papillons. Filets en main et sourires aux lèvres, ils couraient déjà vers les fleurs. Évidemment, advint ce qui devait advenir, le bel insecte fut attrapé. Les bambins, qui jouaient de son petit corps, ne tardèrent pas à le déchirer. Et c'est avec stupéfaction que conclut le grillon. Pour vivre heureux, vivons cachés. Cachés, on ne parade pas, on ne se vante pas, on ne se montre pas. En bref, on évite les concours d'éloquence. Quelle hérésie que de participer à ce genre de concours, et d'autant plus si l'on est en terminale. Cher public, n'observez-vous pas le fait qu'il y ait 4 terminales face à 3 premières, 4 huîtres qui restent accrochées au rocher de l'éloquence et qui, in extremis, ont bien voulu participer à nouveau pour mettre dans leur dossier Parcoursup lauréat du concours d'éloquence. Vous serez bien d'accord avec moi en admettant qu'il y a ici la pire manière de se cacher. Enfin, au moins, ces vieilles frégates usées par la mousse et le temps laissent la place à quelques navires flambant neufs. Se cacher est un réconfort. C'est une victoire incroyable. Qui n'a jamais contemplé la pluie sous sa couette, d'imaginer les horreurs, le froid et la pauvreté pour revenir contre son oreiller et se dire « Mais moi, je suis bien au chaud ». Se cacher, c'est aller vers son petit jardin secret. Pour Jean-Paul Sartre, ce sera la bibliothèque de son grand-père. Pour Romain Gary, une pile de bûches amassées dans la cour de son immeuble. On n'y est pas toujours heureux comme le prétend Florian, mais l'on s'y sent déjà mieux que devant beaucoup de monde. On y est souvent seul. Se cacher n'est pas collectif. Il y a des cachettes où quelques couples aiment à se rouler dans l'herbe. Malheureusement, par manque de vécu, je ne saurais vous en parler. Certains forcent un peu lutter par leur
Le loup nous cherche, on est tapis dans l'ombre, et l'on rigole un peu de le voir tourner, repartir par là, puis revenir et se perdre à nouveau. Cela me fait étrangement penser à quelques élèves qui, durant la récréation, s'amusent à regarder les surveillants courir, et surtout crier de leur voix suave et délicate. Vous sortez! Outre qu'être une bonne blague pour effrayer ses proches, se cacher est aussi une forme d'humilité. S'éloigner du bruit du monde pour penser, c'est ainsi que le philosophe Bachelard voit sa Champagne natale, un lieu où il aime tant marcher auprès du ruisseau pour y voir naître son génie. On s'éloigne du succès, des autres pour ne plus voir que soi-même, on se cache. Parfois, la cachette n'est pas voulue. Je pense à une certaine Grippe qui vint justement me rendre visite lors du second tour du concours d'éloquence. Grippe qui fit si bien son travail que Madame Désir, me voyant alors arriver, ne put s'empêcher de clamer « Un pendu ressuscité !» Le livre, pourtant cachette si fidèle, me tire souvent vers lui sans que je ne le veuille vraiment. Il est bien sûr une autre cachette que nous connaissons tous, et dont je ne parlerai pas, par peur d'excéder mon quota de blagues scatophiles. Mais, attendez, un écho me vient de cette citation. Ne serait-il pas plus simple de dire, pour vivre heureux, vivons seuls? La solitude a tant d'attraits. Pourquoi sortir dehors et voir des amis quand on peut se satisfaire soi-même? Et puis ces amis, qu'ont-ils en plus que les livres, si ce n'est d'être de fort mauvaise compagnie? Les livres, eux, vous procureront une amitié durable et au mot juste. Approchez-vous donc des personnages romanesques. Julien Sorel, Eugène de Rastignac ou encore Gavroche. Perdez-vous dans la connaissance et le travail. Voyez le monde plus clairement d'une simple chaise. Et tel le poète rimbaldien, faites de vous les suprêmes savants. Être seul, c'est se voir dans le miroir et enfin profiter de sa carrure. Être seul, c'est pouvoir tout faire. C'est pouvoir chanter du Céline Dion dans son bain sans subir un quelconque jugement. Que dis-je? C'est d'être heureux. La solitude est amie de l'homme. Ne venez pas pleurer à croire que le monde vous rejette. Non, non. La solitude vous mène dans des lieux bien au-delà des autres. La solitude n'est pas un oubli, un néant affamé. Elle est une douce brise chaleureuse qui vous caresse la joue et qui vous dit ce que vous voulez entendre. Les diables, si c'est faux, quelle importance? La solitude est beauté. Elle est une femme invisible, aux courbes majestueuses. Quoi de plus beau, quoi de plus idyllique qu'une tranquillité sans fin? Une paix dont les politiques se contentent très bien. Je pense surtout à un homme que je ne nommerai pas. Mais voilà un veau qui est un véritable nid à problème. Les politiques sont fourbes, comme les tout orateurs. Et que dire, sinon comme l'homme éloquent se cache derrière quelques subterfuges pour dire ce qu'il ne pense pas vraiment. Peuplade de Saint-Jean, oui, je vous ai fait l'apologie de la solitude, de la vie d'ermite qui ne pense qu'au service divin et qui, loin du monde, trouve la joie. Mais cela n'est pour moi qu'un vain mensonge pour ce discours, car au service divin du moine solitaire, je répondrai tout comme frère Jean dans Gargantua, mais le service du vin, plutôt que de rester seul. Festoyons et buvons la vinasse clairette bon marché de la fête de la jeunesse. Montrons-nous, bon Dieu, et puis que vous êtes beaux. Ne nous cachons pas, telles ces starlettes, évitant les paparazzis, l'ostentatoire et délice. Cette volonté de tout cacher détruit ce que nous sommes, ce à quoi nous aspirons. Cacher est le comble de la mesquinerie, du complot. Et la fable de Florian ne doit certainement pas vous convaincre de vivre prisonnier, mais d'avoir un dégoût prononcé pour l'oubli qu'elle décrit. Entendez cette fois-ci, sans fausseté, la fable du bon Florian. Un pauvre petit grillon, caché dans l'herbe fleurie, regardait un papillon voltigeant dans la prairie. Pour l'instant, on peut comprendre que le papillon est le roi de la cour de récré et que le grillon ne sert absolument à rien. Et puis quel choix, excusez-moi, le grillon, rien qu'à dire, cela sonne faux, et puis que c'est laid, bon Dieu. L'insecte ailé brillait des plus vives couleurs. L'azur, la peau et l'or éclataient sur ses ailes. Jeune, beau, petit maître, il court de fleurs en fleurs, prenant et quittant les plus belles. Là, on lit que le papillon est non seulement le roi de la récré, mais qu'en plus il a quand même la classe. Le gars est plutôt bien bâti, agile,
pas né de la dernière pluie, et il a de la force. Bref, la belle vie. Ah, disait le grillon, que son sort et le mien sont différents. Dame Nature, pour lui, fit tout, et pour moi rien. Je n'ai point de talent, encore moins de figure. Nul ne prend garde à moi, l'on m'ignore ici-bas. Autant vaudrait n'existait pas. Qu'il est touchant et sensible, que son discours est beau et baliverne. Quel terrible exemple à donner. Non seulement il est petit, mais en plus il est faible. Au moins, le grillon ressemble à ce qu'il est, c'est-à-dire à rien. Comme il parlait dans la prairie, arrive une troupe d'enfants. Aussitôt, les voilà courants, après ce papillon dont ils ont tous envie. Chapeau, mouchoir, bonnet servent à l'attraper. L'insecte vainement cherche à leur échapper. Il devient bientôt leur conquête. L'un le saisit par l'aile, l'autre par le corps. Un troisième survient et le prend par la tête. Il ne fallait pas tant d'efforts pour déchirer la pauvre bête. Sentez-vous venir cette douce morale de l'âge, celle qui m'a servi non seulement de sujet, mais qui m'a contrainte à dire des sottises. Oh, oh, dit le grillon, je ne suis plus fâché, il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde, pour vivre heureux, vivons cachés. Poire et le grillon, ne pas prendre de risques, ne pas montrer ce que l'on est, ne pas s'assumer. Voilà ce que dit ce poème, et rien d'autre. Il vous invite à vous morfondre, mais aussi à abandonner votre vie, à abandonner ce monde dans lequel vous vivez pour la paresse et l'égocentrisme. Alors, à votre guise, soyez grillon si la lâcheté vous sied, ou soyez papillon si l'honneur, le triomphe et la grandeur sont chaussures à votre pied. La grande ou la petite porte, l'épanouissement ou la décrépitude. Chers amis, mon choix est déjà fait. Je n'ai plus à y penser. Et puis, rien qu'en participant à ce concours, mon choix est déjà gravé dans le marbre. Je serai papillon. Mais je n'espère pas être le seul à gambader de fleurs en fleurs. Alors, amis, élèves, parents, camarades, suivez-moi. Suivez-moi, c'est cet unique concept, simple mais pourtant si beau. Pour vivre heureux, vivons ensemble. Cher public, cher jury, on nous le promet depuis toujours, un jour exceptionnel est devant nous. Nous ne savons pas quand il arrivera, mais chacun le promet. Ce jour-là, les événements les plus incroyables et les plus improbables se produiront. Ce jour-là verra un Français remporter Roland-Garros. Ce jour-là, le Nutella sera distribué gratuitement et le Paris Saint-Germain se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Cependant, comme je viens de le dire, nous ne savons précisément pas quand ce jour prodigieux arrivera. Nous disposons néanmoins de quelques informations qui nous permettront d'identifier à coup sûr cette journée bénie. D'après de savants calculs, nous sommes à peu près certains que ces événements se produiront un jour de Saint-Glinglin durant une semaine comportant 4 jeudis. Mais, d'après les prophéties, ce jour incroyable sera surtout reconnaissable pour un détail pour le moins particulier. Ce jour-là, les poules auront des dents. Cela apparaît aujourd'hui fort étonnant. Chacun sait que ces gallinacées sont en guise de bouche, dotées de bec, dépourvues de toute forme de dentition. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du futur dont je vais vous parler, mais du passé et de l'histoire de cette expression. Sachez en effet que derrière cette formule, aujourd'hui utilisée à la légère, se cache un véritable projet politique, mené par les volailles elles-mêmes. Ce récit, perdu depuis des générations,
est devenue une légende. Puis, la légende est devenue mythe, et enfin, a sombré dans l'oubli. Cela est fort dommageable. En effet, ce récit nous apprend bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce soir, je vais vous le conter. Contrairement à ce que beaucoup croient, la perspective d'un jour où les poules auront des dents n'a en rien été inventée par les hommes, mais bien par les volailles elles-mêmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, et depuis toujours, ces animaux vivent dans des conditions pour le moins rudimentaires. Un quotidien dans le froid et la puanteur, et une exploitation honteuse par les hommes qui chaque jour les abattent par milliers pour se nourrir de leur chair et même de leur progéniture. Dès lors, de génération en génération, le rêve des gallinacés est et a été d'inverser cette domination insupportable en prenant le pouvoir sur Terre. Précisément, ce rêve remonte à l'époque de l'âge de glace, durant lequel une race de volailles aujourd'hui disparue avait réussi à monter sur pied une véritable armée. Celle-ci était à ce point puissante qu'elle allait jusqu'à oser menacer ses opposants les plus massifs de terrifiants malheurs à vous, l'assaillissant jusqu'aux os. Mais, comme vous le savez, cette armée a été détruite. Et depuis, les volailles du monde entier continuent de vivoter dans leurs misérables conditions. Moquées de tous, les volailles mènent une vie bien dure, à l'image de la dinde, qui en a par-dessus la crête de se farcir insultes et marrons à longueur de journée. C'est là que nous rentrons dans ce qui constitue le cœur du sujet. L'expression qui nous intéresse a été définie pour la première fois lors de la 21e conférence Canard-Bois-Poulet, dite COP21, conférence annuelle durant laquelle se réunissent l'ensemble des gallinacés du monde entier dans le but de préparer leur prise de pouvoir. Juste avant cette COP 21, le monde de la volaille avait été secoué par une découverte des plus curieuses. Un des nombreux espions envoyés sous couverture pour infiltrer les réseaux de l'espèce humaine avait entendu un de ces derniers affirmer que, pour gouverner, la clé serait d'avoir les dents longues. Vous imaginez volontiers quel ne fut pas le désarroi de toutes les poules, pintades et autres dindons du monde entier. Il leur suffisait, pour prendre le pouvoir, de se doter d'une dentition. Cependant, comme à l'accoutumée, les volailles restèrent inactives. Et rien ne fut fait pour parvenir à ce qui était, en quelques jours, devenu l'objectif de tout un peuple. Il fallut un discours de l'empereur des volailles lui-même pour enfin faire évoluer la situation. Précisément, celui-ci s'était exprimé en ces termes. Volailles du monde entier, aujourd'hui, je pousse un cri. Regardez notre situation misérable. On se calme à longueur de journée dans nos poulaillers. Tous les jours, le fermier entre et pan! Il tue plusieurs d'entre nous pour les passer à la casserole. Et malgré tout, nous restons oisifs, passant nos journées à faire dodo. De plus, nous sommes la risée de la basse-cour, qui ne cesse de nous donner des noms d'oiseaux et qui se moque de nous sur le fait que l'on cocotte. Alors que, je vous le promets, avec des dents, nous perdrions notre image de dindon de la farce et de poule mouillée. Ça casse pas trois pattes à un canard, dites-vous. Eh bien, détrompez-vous. En faisant cela, nous donnerons un signe clair de notre ambition nouvelle. Alors, si nous voulons des dents, il va falloir cesser de molaire
et enfin mener une action incisive. Comme vous vous en doutez, ce discours de l'empereur fut plus qu'un succès. Et au cri de « Loué soit notre poulet !» et voilà, les conférenciers signèrent et ratifièrent les accords de la COP 21. Tous, excepté un canard nommé Donald, ont finalement refusé de prendre part à cette volonté générale. Cela créa au passage quelques prises de bec, heureusement restées sans conséquence. Dès lors, les volailles se mirent activement au travail. Toutes les pistes qui permettraient de fournir à la volaille une dentition furent explorées. Modification génétique, sélection embryonnaire, OGM, toutes ces méthodes scientifiques furent explorées, hélas sans grand succès. On envisagea même un pacte d'entraide avec les cochons anglais. Ces derniers, qui pensent que le grand jour viendra lorsqu'ils sauront voler, ont proposé aux gallinacés de leur donner leurs dents si, en échange, ils leur apprenaient à voler. Mais depuis samedi soir, l'alliance est rompue. Les cochons d'outre-Manche ayant été quelque peu incommodés par un événement auquel prirent notamment part les coqs français. Vous l'aurez compris, toutes les tentatives opérées par les volailles qui tentaient de se faire pousser les dents restèrent infructueuses. En même temps, quelle idée! Les poules ont voulu aller à l'encontre de la nature elle-même, et leur entreprise semblait en vérité vouée à l'échec avant même d'avoir commencé. On peut dès lors se questionner sur la rationalité des poules à avoir des désirs si ambitieux. Et la question peut bien évidemment être élargie bien au-delà du simple cadre de la volaille. Est-il raisonnable d'avoir des ambitions qui semblent pourtant inaccessibles? Ainsi, chez toutes les espèces du monde, existent des désirs inadéquats avec les moyens dont disposent les individus. L'humain est particulièrement victime de ce fléau. Nombre d'hommes se donnent des objectifs totalement irréalisables au vu de leurs capacités. Prenons pour exemple Isnogoud, rêvant de devenir calife à la place du calife, ou encore Jean-Claude Duss, qui ne désire rien plus ardemment que de conclure. Cependant, je ne peux concevoir une vie sans ambition, car depuis le début, c'est bien de cela que nous parlons. L'ambition est ce qui nous fait vivre. Que serait en effet la vie si celle-ci n'existait pas? Quelle joie tirerions-nous de telle ou telle réussite si le risque d'échec était nul? D'ailleurs, les plus grandes personnalités de notre histoire ne sont-elles pas également celles qui ont été les plus ambitieuses et ont pris le plus de risques? Magellan, Gandhi et Rosa Parks nous répondent que si. Même si le projet des volailles les a conduits à l'échec, il a redonné du mordant à une vie autrefois bien insipide. Dès lors, je vous exhorte tous à prendre des risques, mesurés bien sûr. Je m'adresse ici particulièrement à mes camarades de terminale qui vont, tout comme moi, devoir présenter sous peu leur vœu de formation pour l'année prochaine. Soyez ambitieux, car c'est seulement en tentant de réaliser vos rêves que vous y parviendrez. Et croyez-moi, ce soir, je sais de quoi je parle.